Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien. Avec Fabien, on va plonger dans une vie entre deux mondes, l'Orient et l'Occident, entre deux cultures, entre deux façons d'élever ses enfants. Donc, ils ont fait le choix d'aller vivre au Laos et on va voir tout ce que ça implique. Bienvenue dans le cœur de papa. De papa de. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue Fabien, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast et de pouvoir partager un peu votre histoire et votre vécu. Merci, enchanté d'être avec toi et puis de participer à ce podcast. Eh ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par, je vais te laisser un peu te présenter ton parcours brièvement, puis après on rentrera un peu plus dans le détail de l'expatriation. Puis ensuite, on continuera avec un petit chapitre sur l'éducation des enfants. Vous étiez en IEF avant en France, et ben là en Laos, on verra que vous avez changé de mode d'éducation. Si tu pourras nous parler un peu de ça, et puis Ceci. on conclura un peu comme ça. Pas de Donc souci. vas-y, je te laisse te présenter. Et ben donc, je m'appelle Fabien, voilà, je suis ingénieur en informatique. J'ai commencé en fait en travaillant en France un petit peu, un peu après au Luxembourg. Et puis rapidement, quand j'ai rencontré Claire, ma femme, on voulait quitter la France. Donc, on a tous les deux lâché notre boulot respectif, toujours moi dans l'informatique et elle dans le social. Et puis, on est parti faire une expérience d'un an à l'étranger, en Australie en l'occurrence, où moi j'ai continué à travailler dans l'informatique. Et puis elle est devenue prof des écoles là-bas. Et en fait, d'un an à l'étranger, ça s'est transformé ça fait 16 ans. 16 ans maintenant. Donc voilà. Et donc, moi, où je continue ma carrière d'ingénieur en informatique à l'étranger plutôt qu'en France. Voilà, voilà, en gros, une petite présentation restreinte Ouais, qu'on va continuer plus tard. super. Et donc vous êtes vous avez fait déjà un petit tour donc Australie. Après vous étiez déjà au Laos. Après vous êtes revenu en France. Tu peux un peu préciser un peu les C'est ça, temporalités et puis comment ça s'est passé aussi avec l'arrivée des enfants du coup. d'accord. Alors ouais, bien sûr. Alors en fait, on était parti pour un an en Australie. En fait, on est resté 2 ans là-bas. Et puis pour des raisons de visa, on a décidé, on devait quitter l'Australie. Et avant de rentrer en France, on avait des amis qui étaient en Asie, au Laos particulièrement. On s'est dit, tiens, on va aller leur dire bonjour. On devait quitter l'Australie en janvier. L'Australie en janvier, c'est plein été. En France, c'est le plein hiver. On s'est dit, on va passer quelques mois au soleil, puis après, on revient. Et en fait, les 6 mois qu'on a passés au Laos nous ont vraiment bien plu. Puis de fil en aiguille, on est resté une année de plus, 2 années de plus, 3 années de plus, jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Donc on est revenu en France en 2021 parce qu'on avait envie de quitter l'Asie, parce que bon voilà, on avait déjà fait enfin, de le quitter le Laos, on avait déjà fait pas mal le tour. Puis et puis en France, on est revenu en Europe. On a fait un an en Espagne, un an à Grenade, et ensuite on a fait 2 ans dans les Vosges, chez nous en fait, dans ma région d'origine. Et puis après 2 ans, on a voulu repartir à l'étranger. Et on a regardé différentes destinations. Puis en fait, le Laos nous redisait bien. Donc on est reparti là-bas pour plusieurs raisons. Pour des raisons parce que climatiques, hein, parce qu'il fait beau, il fait chaud ici, contrairement aux Vosges, où il fait un peu plus froid. Il a Donc, neigé hier là encore. ouais, j'ai vu la météo. Voilà.
Et entre autres, et puis pour le boulot aussi, parce que c'est des projets qui sont vraiment très intéressants ici, comparé à ce que je pourrais trouver en France. Puis c'est des choses des contrats que je pourrais pas avoir en France en fait en étant ici. Donc voilà, donc c'était ça entre autres. Et puis on est revenu ici au Laos aussi parce que bon, on connaissait, on avait des amis là ici. Ouais, il y a eu plein de raisons pour lesquelles on est revenu ici. Et justement, donc tu disais que tu étais revenu en France en 2021, donc vous aviez fait quoi, 2 ans, vous êtes resté un peu en France. Ouais, c'est ça. Est-ce On a que, fait un. Pardon, excuse-moi. ouais, est-ce que ce qui vous a, un des motifs qui vous a décidé de repartir au Laos, est-ce que justement le fait qu'ils aient resserré un peu les lois IEF ici en France, c'était un des motifs ou pas du tout, ou c'était un des motifs mais vraiment pas le principal? C'était un des motifs, mais pas le principal. En fait, nous, on voulait repartir à l'étranger pour X raisons, parce que déjà, la France, c'est rempli de papiers. On n'arrête pas à faire de la paperasse et de l'administratif, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et puis, aussi, on repartait aussi pour améliorer l'anglais des enfants. Ok. On a eu des jeunes filles au pair pendant 2 ans, 3 ans en fait quand on était en Europe, qui conservent l'anglais parce que on a 3 enfants, mes deux grands garçons en fait ont été à l'école anglophone à l'époque quand ils étaient en Asie déjà, donc ils parlaient anglais et on voulait maintenir la langue avec les jeunes filles au pair, mais on a bien vu qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, la jeune fille au pair c'était pas suffisant. Donc il fallait vraiment on arrive à conserver, mais il n'y avait pas d'amélioration. Donc on souhaitait vraiment les mettre dans le bain complètement pour que l'anglais soit une langue, pas la langue maternelle évidemment, mais une langue posée. Ouais. Ok, ouais, bah on reviendra peut-être plus en détail après quand on parlera de l'instruction un peu plus tard. Après, bah, moi, j'ai un petit peu voyagé, mais pas beaucoup, et en tout cas jamais du côté de l'Asie. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un peu votre quotidien au Laos, comment c'est rythmé, voilà, le rythme des saisons, nous dire un peu de voilà, l'image qu'on peut en avoir et pas forcément celle que on peut soit en avoir une image idyllique ou au contraire une image de pays encore entre guillemets en voie de développement. Si tu peux nous dire un peu que ouais, le quotidien au Laos comment c'est. D'accord. Eh ben alors ici, pour commencer, il y a deux saisons. Il y a la saison chaude et la saison très chaude, et un petit peu la saison des pluies. Donc voilà, mais donc il fait toujours beau, toujours bon. Voilà, même en saison des pluies, c'est un orage qui va durer 2 heures, et puis après, il y a le soleil qui va apparaître. Donc ça va tomber des seaux, et puis après, le soleil revient. Donc c'est assez plaisant pour ça. Et ensuite, l'Asie, ben c'est. Pardon, une mouche. Et ensuite, l'Asie, bah voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on imagine, c'est-à-dire bah, des champs avec des champs de riz. Le Laos, c'est un pays bouddhiste, donc il y a des temples partout. C'est très bouddhiste ici. C'est un pays qui est très très pauvre, enfin qui est très, très pauvre. Ça fait partie des pays les plus pauvres au monde, mais et qui arrive seulement dans le tourisme, c'est-à-dire que tous les gens qui ont voyagé en Asie ont fait le Vietnam, la Thaïlande, mais le Laos, comme c'est un pays enclavé, ou le Cambodge même, mais le Laos c'est un pays enclavé qui n'a pas l'accès à la mer, et donc il a été très peu touristique pendant longtemps. Il a été mis de côté, et seulement, ça fait quelques années seulement, voilà, je dirais une dizaine d'années maximum, que y a les gens qui s'intéressent à ce pays qui a gardé comment dire, tous ces charmes de non pollution touristique. Voilà. Donc c'est pas mal. Ouais ouais, donc c'est sympa. Après nos journées elles sont rythmées. Ici en fait on se lève très tôt, on se couche tôt mais on se lève tôt. Il fait nuit noire entre 6 et 7 heures du soir. Ok. En général, nous, à 8 heures, tout le monde est au lit, et puis le lendemain, c'est debout à 6 heures du matin. Des journées un peu décalées. Ouais, je pense que c'est un rythme de vie à prendre et puis il y a pas de tu disais il y a que 2 saisons, la saison chaude et la saison très chaude en termes de température, tu peux donner un peu des deltas, là, il fait combien le matin en saison chaude et en saison très chaude? D'accord. Ah bah, par exemple, ce matin, là, je suis allé au sport à 6h20.
il faisait 25 degrés. Donc là, on commence à rentrer dans la saison très chaude. C'est pas encore très très chaud, mais ça commence. Ça peut monter jusqu'à 40, 45 degrés la journée en saison très chaude. Et la nuit, on est à 20, 20 et en saison fraîche, on va dire, la saison la moins chaude, on peut descendre jusqu'en hiver, on peut descendre jusqu'à 8 degrés la nuit et il fera entre 22, 25 la journée. Ok. Et est-ce que vous avez, parce que tu as quand même une expérience de plus de 10 ans, est-ce que tu sens aussi là-bas du réchauffement climatique ou des règlements par rapport à il y a 10 ans? Pas spécialement, parce que bon, entre le chaud et le très chaud, on voit pas trop la différence. Ouais. Non, on a de la pollution, mais la pollution, c'est pas uniquement dû au changement climatique, hein, c'est principalement aussi au développement du pays, au développement du nombre de voitures qu'il y a ici, à plein d'autres choses, en fait, de la pollution générale. Donc voilà, mais après, non, on voit pas trop le changement climatique ici. Ouais. Ok. Et ouais, tu parles un peu pollution, développement des voitures. Tu disais effectivement c'est un des pays les plus pauvres. On peut avoir effectivement l'image de l'Asie où les gens se déplacent encore en tuk-tuk ou en scooter. Voilà, est-ce que c'est le cas? Je sais que Claire a partagé que maintenant quasiment tous les taxis sont en voiture électrique assez moderne. Tu peux un peu développer ça et voir le développement du pays là sur les 10 dernières années, comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Bon, on a vu un énorme changement hein, ici. Hein. Au début, c'est vrai que quand on est arrivé, il y avait que des petits scooters, des tuk-tuk. Puis les routes étaient, il y avait quelques routes goudronnées, mais c'était pas foufou. Hein. Là, en 10 ans, ça s'est démultiplié au possible. Oui, il y a toutes les voitures chinoises. Il y a plein de voitures chinoises qui arrivent aussi sur le marché, des voitures électriques. Plein de scooters différents. À l'époque, il y avait une seule sorte de scooter. Maintenant, il y en a plein, entre électrique et thermique. Et puis, non, on a vu une énorme évolution par rapport à ça. Et tout le monde doit avoir une voiture ici. Donc, il y en a plein qui font des crédits à la consommation pour acheter une voiture. Donc, alors, il faut vraiment faire la différence entre Vientiane, la capitale, et le reste du pays. Enfin, les grandes villes et le reste du pays. Parce que le reste du pays, c'est quand même un pays euh, très, très pauvre. Hein. Donc, il y a plein de villages où il n'y a rien du tout. Ok. Alors que Vientiane, ça s'est énormément développé. On voit, il y a des bouchons de toute façon maintenant, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de bouchons. Ouais. Là, il y a des bouchons tout le temps, tous les jours. Et est-ce que tu as une idée de la population de Vientiane? C'est vraiment une capitale énorme ou... Moi, je crois qu'il y a un peu moins d'1 million d'habitants. Je crois qu'il y a entre 700 000 et 1 million d'habitants. Donc ça va, ça reste pas, c'est pas la grosse mégalopole que tu peux avoir dans certaines villes d'Asie ou Non, non, pas ultra du tout. surpeuplées. En fait, il y a 8 millions d'habitants dans le pays. Ah oui. Donc, tu vois, c'est pas non plus énormément. Hein. C'est pas non plus énorme. Dans la capitale, je vais dire exactement, mais voilà, il y a 1 million d'habitants dans la capitale et 8 millions dans le pays. Ok. Ça fait à peu près la même superficie que le Vietnam, sauf que le Vietnam, ils sont 80 millions. 10 fois plus. Ouais. 10 fois plus, quoi. C'est ça. Donc ici, il y a tout ce qui est, comment dire, bah, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de bois, beaucoup de terrains qui sont encore inexplorés, parce il y a 5 grosses villes, tout le reste, c'est des petits villages. Et comment t'expliques un peu cette différence avec le Vietnam? Est-ce que tu penses que c'est parce que voilà, le pays c'est pas encore trop industrialisé, développé et que la population va augmenter en flèche avec ça ou culturellement ils vivent différemment et voilà, ils veulent pas forcément se multiplier autant que les autres pays asiatiques? On a Ouais, je l'image sais. souvent de la Chine, tu vois, qui avait dû limiter tellement ils sont nombreux. On a des images de l'Inde surpeuplée. Ouais, je sais pas pourquoi il y a autant de différences entre la Vietnam et le Laos concrètement. Je sais qu'ils ont une politique ici comment dire, du family planning, c'est-à-dire d'explication pour les familles, justement, ce qui est contraception et autres. Après, je sais pas pourquoi il y a autant de différences entre les pays. Je me suis jamais posé la question. Ouais, mais en tout cas, c'est voilà, c'est pas surpeuplé, quoi. Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe votre intégration, comment vous avez été accueillis par les locaux? Est-ce que vous avez quand même une grosse communauté d'expatriés? Voilà, un peu expliquer un peu le quotidien. Bien sûr. Alors nous,
Nous, c'est un peu différent parce que bon, on est arrivé ici en 2011, donc ça fait quand même 14 ans. À l'époque, il y avait 3000 Français dans le pays. Il y avait un petit peu d'expats, d'autres nationalités, des Hollandais, Allemands et autres. Mais en termes de Français, il y en avait 3000 dans le pays. Et nous, on est arrivés parce qu'on avait des copains qui étaient ici, donc qui travaillaient à l'école française. Rapidement, on a connu une communauté française et on a rencontré d'autres Français. Mais après, moi, de par mon boulot, j'ai rapidement été dans les communautés anglophones ou même un peu la communauté là-haut avec les sociétés avec lesquelles je travaille. Mais voilà, on était plus ou moins bien accueillis, en fait, assez bien accueillis, parce que non, on apportait quelque chose. Enfin, je veux dire, avec nos connaissances, le travail qu'on faisait, donc on était bien accueillis. Mais bon, ouais, ça a été. Et puis donc depuis le fait de notre retour ici, en fait, en septembre, ça n'a pas beaucoup changé dans le sens où on a pas mal de copains qui sont toujours ici. La plupart du temps, enfin tous nos copains qui sont encore ici, c'est des gens qui sont mariés à des Lao, Ok. soit un Européen qui est marié avec une Lao ou inversement. Donc voilà, c'est des gens en fait qui sont ici depuis longtemps. C'est des expats long terme, quoi. C'est des gens qui vont plus Exactement, partir, quoi. c'est ça, exactement. Donc ils ont leur principale vie, c'est ici. Donc voilà, et c'est toutes les connaissances que nous, c'est tous les gens qu'on a côtoyés pendant 10 ans, hein. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, des grosses différences de culture qu'il y a? Donc tu disais que le pays était principalement bouddhiste. Euh, voilà, l'alimentation, comment ça marche? Est-ce que vous mangez encore, vous arrivez quand même à trouver des produits français ou c'est très compliqué? Voilà, la gastronomie, le quotidien, les courses, voilà, les différences de culture. Si tu peux faire un petit topo là-dessus. Bien sûr. Pour tout ce qui est bouffe, ça n'a rien à voir évidemment, hein. Là, on est dans le pays du riz, donc le riz ici remplace le pain. On peut Ouais. trouver du pain ici, mais bon, dans la plupart c'est quand même le riz qui est à peu près dans tous les plats. Donc voilà, donc on mange totalement différemment. On peut manger français, il n'y a aucun souci. On peut manger même italien, hein. En termes de gastronomie ici, à Vientiane en tout cas, on a à peu près tous les restos du monde. Donc, c'est bien sympa par rapport à ça. Après, c'est vrai que dès qu'on sort de la ville, on se limite enfin, c'est les repas typiques là-haut. Donc, il y a des soupe de riz, soupe de poulet, et c'est très épicé. Alors, il y a beaucoup de Ouais. plats qui sont très épicés. Ici, c'est les rois du piment. Ils adorent tout ce qui est épicé. On dit d'ailleurs Bopette Bossep, c'est-à-dire pas épicé, pas bon. Donc voilà, ils mettent beaucoup de piment. Donc on s'y habitue. Mais voilà, donc c'est très bon, non, par rapport à la gastronomie, ouais. Et on peut trouver de la charcute. Alors ils font de la charcute maintenant ici. Avant on en a ramené dans nos valises. Mais du fromage, on peut en trouver aussi. C'est un peu hors de prix. Donc on attend, on en a ramené cette année là. Mais voilà, généralement, bon, on arrive à s'en passer assez facilement. Et puis, on attend d'être en France pour pouvoir se faire une raclette ou une fondue avec un peu de charcute. Voilà. Ok, bah cool. Et ouais, niveau culture, tu disais, donc c'est un pays majoritairement bouddhiste, donc ils sont un peu, on a l'image du bouddhiste, des gens un peu zen, un peu cool. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, en gros, ouais, c'est enfin, 99% bouddhiste ici, hein, je dirais, hein. Donc, il y a des temples dans toutes les villes, tous les villages. Alors, à Vientiane, je ne sais pas combien il y a de temples, mais il y en a beaucoup. Et dans chaque village du pays, il y a le temple qui est là, et il y a les moines qui sont présents. Et tous les moines, à 6 heures du matin, on voit le défilé parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler ou ils n'ont pas le droit de toucher l'argent, les moines. Donc ils sont vraiment, ils font l'aumône tous les matins. Ils viennent, donc tous les gens dans les rues en fait sortent et ont préparé à manger. Alors assez tôt, hein, ils se lèvent à 5 heures du matin, ils préparent à manger et à 6 heures, il y a les moines qui passent dans les rues pour faire l'aumône et pour récupérer leur repas de la journée. Voilà.
et en échange, ils font la prière aux gens. Donc là, c'est vraiment sympa à voir. Et après, tu disais oui, ils sont zen. Eh ben exactement, tout à fait. C'est très très zen. De toute façon, ici vraiment le Laos, c'est le pays très zen. Ils ont un mot qui ressort tout le temps. C'est Bopenyang. Ça veut dire il n'y a pas de problème. En gros, il n'y a jamais de problème. T'as loupé ton train? Il n'y a pas de problème, il y en aura un demain. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et du coup, pour la vie de famille, les enfants, vous avez jamais eu de sentiment d'insécurité, Alors pas du tout, du tout. C'est un des pays les plus sûrs au monde. Je pense que tu peux laisser ta clé sur les motos, il n'y a personne qui va t'appliquer. Tu vas par 1 heure, tu reviendras, elle sera toujours là. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, c'est très sécure comme pays. Non, aucun souci par rapport à ça. Ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est un choix important du coup quand on a une famille, quoi. Ouais, tout à fait. Avec les enfants, pour tout, exactement, tout à fait. À aucun moment on aurait pensé, par exemple, aller au Brésil, tu vois. On y a pensé pour aller visiter, mais pour y vivre, pourtant je connais pas, hein, mais avec tout ce qu'on entend en fait sur le Brésil, je sais pas, ça me donne moins envie. En termes de sécurité, ouais. Par contre, ouais, non, ici, Ok, ouais, cool. Ça donne envie de venir vous voir. avec plaisir. Si on va rentrer un peu dans l'aspect un peu plus professionnel. Mhm, Donc toi, tu disais, tu étais ingénieur en informatique. tout à fait. Euh, Si tu peux nous parler un peu, effectivement, voilà, un peu de ton boulot, du coût de la vie au Laos. Est-ce que voilà, c'est un pays pauvre, donc est-ce que du coup la vie est forcément moins chère, mais voilà, mettre un peu des ratios par rapport à la France. Est-ce que c'est facile de venir s'y expatrier là-bas? Est-ce que voilà, on peut y venir avec plus ou moins n'importe quel job, ou est-ce qu'il y a des jobs un peu à privilégier? Est-ce que voilà, le fait d'être nomade, est-ce qu'il faut un job dans le digital, c'est quand même mieux qu'un job classique qu'on pourrait avoir en France? Si tu peux un peu Ouais. nous expliquer tout ça. Alors, ouais, tout à fait. Alors bon, moi, tout à fait, t'as bien expliqué le truc. Donc, je suis digital nomade depuis 15 ans, en gros. Donc, j'ai ma structure en France. Euh, et je travaille, en fait, je travaille un peu d'où je veux. Donc, j'ai aucune contrainte géographique. Donc, ça, c'est vraiment un des avantages de mon métier, qui est vraiment sympa. Donc, je peux me baser n'importe où dans le monde. Ça dérange personne. Enfin, je veux dire, personne ne le saura. Et puis, je peux quand même faire mon travail. C'est ça que je voulais dire. Et continuer à gagner de l'argent. Donc, ça, c'est cool. Et donc, puis bah, moi, je suis assez polyvalent dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que je développe des applications pour les téléphones, comme de la gestion de site web, ou je peux être chef de projet sur différents programmes, ou différents projets. Et ici, au Laos, quand j'ai quelques clients pour soit de la gestion de projet, soit de la communication en ligne. Donc voilà, c'est intéressant, même si je cherche pas obligatoirement ça. Et après, ce que j'aime bien, j'aime bien travailler pour des missions ici, pour tout ce qui est, alors pas obligatoirement humanitaire, mais pour la sauvegarde pour les éléphants, par exemple, ou ça peut être du humanitaire quand même, hein, pour les soins ou pour l'agroécologie. J'ai fait différents projets ici, donc ça change beaucoup, ça change de ce que je pourrais trouver comme mission en France, par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est ça que j'aime bien, et qui est vraiment une cause, une, comment dire, mon travail en fait serve à quelque chose, pas seulement à vendre à faire de la vente en ligne en France, ou faire la promotion d'un restaurant. Bon, voilà, c'est pas ce qui est le plus sexy. Ouais, tu mets de l'utilité et tu C'est- sens que voilà, ton travail il Voilà, sert une cause qui te tient à cœur et qui est un peu plus juste que voilà que juste faire du chiffre et des vues, quoi. c'est ça exactement. Donc ça j'aime bien ça. Et ici je le retrouve dans à peu près dans tous les projets sur lesquels je choisis, je retrouve ça, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Ok. Et puis alors en termes de coût de la vie ici, oui, c'est un pays qui est pas très cher. Et en fait, on voit quand même que ça évolue énormément depuis les quelques années là. C'est assez, il y a une certaine inflation ici, on le sent vraiment. Mais c'est pas pour ça que ça ne nous coûte pas cher nous.
dans le sens où bah, voilà, on a des frais qu'on n'aurait pas en France. C'est-à-dire que, par exemple, le soin, ici, on a une assurance privée. Même si on la paye en France, on paye notre assurance en France, c'est invisible pour les Français. Alors qu'ici, ben, nous, on a un budget pour l'assurance privée ici, pour nous, pour l'ensemble de la famille, qui est pas donné, hein. On est entre 8 000 euros à l'année. Donc voilà, c'est un coût à pas négliger. À côté de ça, on a des coûts, ben, pareil, les billets d'avion qui sont non négligeables non plus, qu'il faut prendre en compte en fait quand on veut s'expatrier. Quand on revient une fois ou deux fois par an, là nous on est à 5, ça peut, ça peut vite monter. Ouais. Surtout que s'ils veulent rajouter des taxes sur les billets d'avion pour trouver des sous en plus pour le gouvernement français, ben ouais, non, ça va être encore un peu plus cher. Donc ouais, ça c'est fatigant. Mais bon, c'est un budget qui varie. Le billet d'avion, ça varie entre 600 $ à 1 200 $ aller-retour par personne. Du simple au double, quoi. Donc bon, 600, ça devient rare maintenant de trouver un billet à 600. Ouais. Mais bon, il faut vraiment partir hors saison, pas avant les grandes vacances ou pas les vacances scolaires, ni juste au début des vacances scolaires. Enfin voilà, il faut essayer de partir en décalé. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, donc c'est un budget à prendre en compte. Et puis après, nous, par rapport à l'école aussi, ça c'est un budget aussi à prendre en compte, l'école, même si par exemple l'école française ici, c'est une école payante, hein, c'est pas comme en France. C'est une école payante, même si ça fait partie de l'école la moins chère du monde, une des moins chères au monde. Elle est quand même, il faut compter de mémoire, c'est 6 000 $ par enfant par an. Ok. Donc voilà, ça c'est un budget aussi à prendre en compte. Avec l'école qu'on a nous sélectionnée, c'est à peu près le même tarif. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas donné. Voilà, et puis après, ben, il faut tout ce qui est maison, hein, tout ce qui est logement. Donc on a une maison aussi, il faut prendre en compte le logement, ce qui est pas Donc là, vous êtes dans la négligeable. capitale, se loger, une maison pour une grande famille comme vous, pour 5, une idée de loyer que ça peut avoir? Eh ben on est environ à 800, allez, on va dire 800 $ par an, par mois. Quand Donc tu ça dis fait en dollars, c'est gros dollars américains? de l'américain, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Donc donc on peut ça fait presque en faire le gros, 1 pour 1 en euros, quoi, on pourrait dire, à peu près pareil. ça fait en gros 10 000 $ à l'année pour la maison. Ce qui fait en euros, oui, je sais Mais plus, à après, peu si on près. compare, là vous êtes dans la capitale, donc si on comparerait à Paris, là vous avez une belle grande maison et rien à voir, parce qu'à 800 euros à Paris, t'as un studio, quoi. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que non, non, carrément. Là, on a une maison avec un jardin, on est à côté de l'ambassade d'Australie, on est dans la capitale, on est en plein centre, hein, enfin pas en plein centre, mais on est à 5 minutes du centre-ville. Donc, on a, je sais plus combien, 1, 2, 3, on a 4 chambres. Non, c'est un beau logement, quoi, c'est une belle maison, bien sûr. Non, on a des enfants, Gabriel et sa chambre à lui tout seul. Les deux petits, ils ont une chambre qui est très grande aussi pour eux deux. Nous, on a notre chambre. On a une chambre en plus supplémentaire en bas. Donc, non, c'est une belle maison quand même. C'est une belle maison. Mais il faut loger tout le monde, quoi. Il faut des chambres pour tout le monde. Après, il n'y a plus beaucoup de maisons qui sont moins chères que 600 $, quoi, par exemple. C'est un budget aussi à prendre en compte. Et tu disais le pays est très pauvre, du coup les locaux ils font comment eux pour se loger c'est... Alors voilà, il y a deux types de populations en fait. Bah, il y a les locaux, ils ont leur propre maison qu'ils ont généralement en fait, hein, de famille, la maison de famille. Et après en termes de location, avec différents salaires, hein. Les fonctionnaires, ils sont à, je crois que c'est 500 $ par mois. C'est le salaire d'un fonctionnaire ici quand ils sont payés. Et après, donc il y a des logements type appartement aussi, hein, pour les locaux. Nous, on a une maison, mais voilà, il y a des logements type appartement où les Laotiens peuvent ben, louer généralement, quoi. Voilà, c'est beaucoup moins cher. Je sais plus, je dirais une bêtise, mais je crois qu'on n'est pas loin des 100 $ par mois pour un petit appartement. Ouais, bah s'ils ont que 500 dollars par mois et s'ils mettent déjà 100 dans le loyer, effectivement, c'est quand même beaucoup pour eux, quoi. Ouais, un cinquième, ce qui est pas énorme, hein. En France, on met en général, il faut essayer de pas dépasser un tiers de son loyer, un tiers de son salaire, pardon.
Ouais, dans le loyer. Donc, ce qui revient, c'est un peu plus cher. C'est plus ouais, cher c'est en vrai. France. Mais donc voilà. Et sinon, après, le coût de la vie des restos, des sorties pour les enfants, voilà, de tout ce qui est un peu extrascolaire et loisirs, c'est comment? Alors, tout ce qui est extrascolaire et loisirs, alors pour tout ce qui est les repas, par exemple, ici, on peut manger pour un dollar. Donc, en gros, on a du riz frit, une soupe, y a aucun souci pour manger pas cher. Ici, il y a de la bouffe partout, c'est pas dur, hein. Des brochettes de poulet, des brochettes de tout. Enfin, on peut manger pour pas cher. Après, dès qu'on veut manger un peu les cuisines du monde, que ce soit ben voilà, français ou autre, là, il faut mettre un peu plus le prix parce que Parce que c'est importé, je pense déjà. voilà, il y a de la viande qui est importée, il y a des produits qui sont importés, donc ouais, il faut mettre un peu le prix. Et pareil, si on veut avoir du vin, voilà, vin rouge, c'est importé également, donc c'est un certain prix. Donc voilà. Mais en termes de bouffe, on peut se débrouiller pour pas trop cher. Après, pour tout ce qui est activité, ça reste abordable. Ça reste abordable parce que, bah, je n'ai pas raison. Non, mais ça reste largement abordable en fait par rapport à ce qu'on pourrait trouver en France, par exemple. Je sais pas, des cours quelconques, des cours particuliers. Par exemple, là, on a 15 dollars pour une leçon de piano, Ouais. alors qu'en France, on est un peu plus cher. Et puis vous trouvez de tout. On va dire, si tu voulais les inscrire au tennis, tu trouverais du tennis. Si tu voulais les inscrire au foot, tu trouverais du foot. Et tu C'est trouves, ça. moi, t'es à la capitale, donc tu trouves quoi? Là, maintenant, voilà, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je dis, ouais, non, il n'y a rien du tout ici. Franchement, on peut rien faire. Mais là, aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. Il y a plein de trucs, on peut tout faire. On peut faire du paddle, on peut faire du tennis, on peut faire du badminton, du squash, de ce que tu veux. Prendre des cours de guitare, des cours de piano, des cours de saxophone, il n'y a aucun souci. Tu peux. Là, les enfants, là, ils font. Mon grand, là, ils font tous les deux de la robotique. Et donc, ils créent des robots. Alors, il y a deux niveaux. Mon grand et mon deuxième garçon, ils font une robot, la robotique standard, un peu du Lego évolué. D'ailleurs, il y a un championnat samedi, là, demain. Donc, ils vont passer toute la journée. Il y a plusieurs pays qui se rencontrent pour faire des différentes épreuves avec des robots qu'ils ont créés. Et il fait une deuxième session de robotique qui est le mardi soir, où là, en fait, il a construit son robot avec des pièces encore plus poussées que le premier. Et là, il est en train de travailler, enfin, d'apprendre à coder pour programmer son robot. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et une session, un terme, donc, enfin, pas une session, mais un terme de cet apprentissage-là, je crois qu'on est à 100 dollars. Ce qui correspond à un trimestre de mémoire. Un trimestre? Un trimestre, c'est 100 dollars. Ouais. C'est abordable. Et juste avant, il fait pareil, des sessions, il fait 2 heures de dessin le même jour. Et c'est pareil, je crois que c'est 100 dollars ça c'est 100 dollars les 2 mois. Ok. Bon, ça reste Ouais, donc abordable aussi, quoi. ça fait partie des avantages que tu trouves maintenant des cours, des activités un peu moins chères. Ouais, tout à fait. Exactement. Et là, sa compétition, là, ce week-end, du coup, tu dis que c'est international, il représentera le Laos ou il représentera la France? Il représente personne en lui-même et puis son école, en fait. Il Mais représente l'école. il représente l'école de robotique avec son frère. Et puis, donc, il y a 7 épreuves de mémoire et eux, ils participent à deux épreuves. Donc, une épreuve de foot avec des robots. Donc, ils ont créé un robot foot et puis il va falloir marquer des buts avec le robot contre une autre équipe. Et puis, une épreuve pouce-pouce où il y a un plateau avec des trous de chaque côté. Il y aura un combat et c'est celui qui arrive à pousser l'autre hors du terrain qui va gagner. Voilà, ils ont chacun fait 2 robots. Et puis ils vont se battre contre l'Indonésie, avec quelques Thaïlandais aussi. Et puis je sais plus qui d'autre aussi. C'est intéressant. Il y a pas mal de Ouais, monde. c'est cool. C'est cool. Et puis, je trouve que voilà, là-dedans, ils doivent apprendre plein de compétences, déjà sûrement beaucoup plus applicables après dans le monde du travail et d'apprendre en jouant et en s'amusant, quoi. Ah Tout ouais, ce que, complètement. tout ce qu'on fait plus trop en France, quoi. D'autres sessions de robotique là où il apprend le développement, ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment content là parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait quoi. Parce que bon, le fait de programmer un robot, de le faire avancer, le faire reculer,
c'est super, mais nous, on l'a fait à l'époque avec la Tortue Logo. Bon, si tu te rappelles, moi, c'est il y a très longtemps. Mais ça n'était pas applicable de nos jours aujourd'hui. Je veux dire. Alors que là, il a C++, c'est un langage de programmation qui est encore largement utilisé dans plein d'entreprises ici, enfin, dans le monde entier, je veux dire. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, ouais, ça c'est cool. Ouais, ok. Et pour résumer un peu ce chapitre coût de la vie et financier, tu dirais que pour être à l'aise au Laos pour une famille un peu comme vous, faudrait quelle fourchette de budget si jamais voilà, on voudrait venir vous rejoindre par exemple. Bah, comme je disais, ça dépend si tu veux faire l'école ou pas, mais bon, si tu veux l'inscription, si on enlève l'école, enlever ben voilà à peu près 5 000 $, par enfant. Mais bon, une maison, faut compter 10 000 à l'année, plus 8 000 d'assurance maladie, 18, plus les billets d'avion. Tu peux compter, allez, on va arrondir à 30 000 €. 30 000 € par an, pas par an, 30 000 €. Il y aura allez, entre 15 et 20 000 € de charges fixes. Et puis après, ben, acheter les véhicules. Et puis, ce sera ouais, environ 30 000 € la première année. Ok. Et après, si tu veux rester, ben, tu auras en moyenne 20 000 € de charges fixes, quoi, avec les billets d'avion rentrant une fois par an. Ouais, ça m'amène un peu à ma question d'après. Là, tu parles des billets d'avion. Vous, votre choix de voilà d'avoir gardé un pied-à-terre en France, expliquez un peu effectivement, vous revenez une fois, deux fois, trois fois par an, combien de temps et pourquoi avoir pourquoi ne pas être 100% là-haut, c'est quand même revenir en France, ben, je pense pour la famille et d'autres choses, mais si tu peux nous développer un peu vous comment vous faites et combien de fois vous revenez en France et pourquoi. D'accord. Alors nous, on s'est dit qu'on reparte à l'étranger en mettant en avant le fait qu'on voudrait revenir au moins 2 fois par an en France. Pour une raison simple, en fait, parce qu'il y a la famille ici. Et la famille et on a des. Moi, j'ai encore deux de mes grands-parents qui ont 98 et 99 ans. Ah ouais, Voilà. Et puis, ben, nos parents, ils vieillissent aussi, donc c'est pour les voir, c'est pour voir, et puis que les enfants, ils les connaissent bien quand même. C'est pour ça qu'on est revenu aussi pendant 2 ans ici, enfin 2 ans en France, je veux dire. Qu'ils apprennent à les connaître et à jouer avec eux, et puis à les connaître un peu mieux que par Skype. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on a gardé notre pied à terre aussi en France. C'est parce que quand on revient pas 15 jours. Donc on revient, là on est revenu 1 mois en hiver, on va revenir 3 mois cet été. Puis ben à la limite, si on devait louer pendant 3 mois ou 4 mois en fait pendant l'année, ça nous reviendrait sûrement plus cher que de garder notre maison qu'on a achetée il y a quelques années, quoi. bah oui, oui, il avait fait ce coup-là. Et puis vous êtes aussi des grands adeptes de Home Exchange, je peux dire un mot aussi là-dessus. C'est ça, Ça tout vous à permet fait. quand même de... Exchange, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur. Ça nous permet de voyager à moindre coût parce que voilà, on n'a plus le logement à payer quand on part en vacances. Donc ça, c'est non négligeable aussi. C'est-à-dire que donc No Exchange, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'au lieu de mettre en location notre maison sur Airbnb et gagner de l'argent sur lequel on va être taxé, euh, on échange notre maison, on met notre maison à disposition et à des gens en fait qui vont venir chez nous et ils vont nous payer sous forme de points. Ces points, nous on peut les réutiliser sur la plateforme pour payer des séjours chez d'autres personnes. Alors on peut faire un échange en réciproque, c'est-à-dire qu'on va chez les gens et puis ils viennent directement chez nous, ou en même temps, ou alors, comme je viens de le dire, sous forme de points. Et là, c'est super intéressant. Et du coup, c'est complètement international, c'est-à-dire que je crois que là, vous êtes parti en Thaïlande, non, récemment, et du C'est coup, ça. avec... On a fait presque 10 jours, une bonne semaine en tout cas en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, dans une maison qu'on a payée avec des points, gratos en fait. Donc c'était super, vraiment très bien, quoi. On n'a plus que le voyage à payer. Le voyage en Thaïlande, ben, c'est rien du tout, on est à côté. Donc on a fait le train de nuit et puis on a loué une voiture sur place et puis c'était fini, quoi. Donc ça nous a coûté rien, rien. Vraiment pas Oui, cher, parce quoi. que même pas besoin de prendre d'avion, quoi, vous y allez en train. Exactement. Train de nuit, puis le train de nuit ça coûte vraiment rien, hein. Je crois qu'on a 900, on a 900 bahts par personne. 900 bahts, ça fait à peu près 30 $. Allez, 25 € pour faire Vientiane, Bangkok par personne. C'est moins cher les enfants.
Et donc, à Bangkok, oui, on a loué une voiture qui nous a coûté 50 $ par jour. Donc, en tout et pour tout, si on a payé 500 € le séjour d'une semaine au bord de la plage, parce qu'on était au bord de la plage, hein. On était à 200 mètres de la plage, hein. Ouais, j'avais vu des belles photos de la mer. Dans une maison super sympa, ça nous a coûté moins de 500 $. Donc, c'est cool. Ouais, et puis ça a coûté que le transport. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Et donc, bah, c'est pour ça aussi une raison qu'on ait gardé notre maison, notre pied-à-terre en France. Et puis aussi, c'est parce que cette maison, c'est la maison de famille. C'est-à-dire que on y revient là, on est à côté de ma famille aussi. Et pour les enfants, c'est là où ils vont. Ils ont quand même leur chambre à eux. Ils ont quand même leur repère. Ouais, ouais, et puis pour y avoir déjà été, elle est vraiment chouette cette maison, et puis t'as fait une belle terrasse encore maintenant, donc encore mieux l'été. Voilà. On va passer au sujet un peu éducation enfant. Mhm, Donc nous on s'est connus grâce à l'IEF quand vous étiez en France. mhm. Donc vous avez pratiqué l'IEF, je pense je sais pas exactement combien d'années vous l'avez fait, mais vous l'avez fait quelques années, et maintenant les enfants donc sont dans une école internationale, donc où ils vont pouvoir maîtriser mieux l'anglais, et Montessori, donc comme tu nous as dit, qui coûte voilà, 6 000 $ par enfant à l'année. Donc c'est pas donné pour une vision d'un Français qui paye pas à l'école, vu que c'est payé par nos impôts, et donc on voit pas le coût indirect. Mais moi qui commence aussi à me renseigner pour mettre des enfants dans une école privée en France, bah, selon les écoles privées, on est aussi dans ces tarifs-là, hein. C'est du moment que tu les sors du public, Mhm. les prix vont montent un peu très vite. Donc ouais, si tu peux nous dire un mot sur l'adaptation des enfants, bah, à la culture déjà à Laos, bon, qu'ils connaissaient déjà un peu avant, du passage de l'IEF à l'école, les changements de rythme, les changements de voilà d'habitude, et comment ça se passe à l'école maintenant. Alors oui, alors changement de rythme bien sûr, parce que bon bah voilà, à cause déjà du rythme qu'on a ici, on se lève tôt, on se couche tôt, on se lève tôt. Alors qu'en France, bah, il était couché un peu plus tard et puis il se lève un peu plus tard. Voilà, là, on a vraiment un rythme qui est différent ici. L'arrivée à l'école, euh, ça s'est fait pas trop mal. On pensait que ça serait pire que ça. Après 2 ans et demi d'instruction en famille, ça s'est pas trop mal passé. Là aujourd'hui, ça va encore pas trop mal. On arrive à trouver un rythme qui est bien, dans le sens où, ben voilà, alors c'est des toutes petites classes, hein. Et c'est une école où il y a 17 élèves. Donc c'est une toute petite école. Il y Ah, a donc tes trois Gabriel. enfants sont dans la même classe du coup? Non, Ou il il y y a a deux deux, classes différentes. deux classes? Les deux grands, ils sont ensemble et la petite, elle est toute seule. Donc les deux grands, ils sont dans une classe où ils sont 7 élèves et la petite, elle est dans la classe où ils sont. Donc ça se passe plutôt bien. Alors nous, on est vachement contents par rapport à l'anglais. À l'anglais, on voit que ça a évolué. On avait stagné pendant les 2 ans et demi qu'on était en Europe. Là, on voit que ça a évolué. Et surtout pour Axel, la dernière, la petite là, où ça marche pas trop mal. Ouais, ça marche bien l'anglais. Le fait d'avoir qu'elle côtoie des Anglais toute la journée, ça marche bien. Donc là, on est content par rapport à ça. Voilà, le rythme. On a gardé un rythme qui est pour nous. Alors l'avantage quand on paye l'école, c'est qu'on est un peu plus, on n'est pas obligé d'avoir un mot du médecin quand on loupe une journée. Euh, donc par exemple, là, nous, on a décidé de suivre l'école française pour les cours, dans le sens où bah, le mercredi après-midi, on récupère nos enfants qu'ils passent du temps avec leurs copains français. Donc, Et le rythme de l'école, c'est quoi par rapport à une école française? alors on arrive à 8 heures et puis on les récupère à 3 heures de l'après-midi. Ok, donc il y a pas beaucoup. Et ils mangent à l'école, il y a une cantine où les récupèrent entre midi et deux? Non, non, ils mangent sur place. On leur prépare un lunchbox. Enfin, ils ont un petit goûter pour le matin. Et puis après, le repas est prévu par l'école. Voilà. Donc c'est une Ok. école bien. On
On a vraiment choisi cette école. À l'époque, on était parti de l'Asie parce que on trouvait pas d'école qui nous convenait. Et entre-temps, il y a eu celle-ci et qui était, qui convenait par rapport à notre recherche, quoi. Oui, et puis tu dis 8, 9 élèves par classe. Je pense que voilà, les profs, voilà, ils connaissent leurs élèves, ils peuvent s'occuper pleinement d'eux. Et ça n'a rien à voir avec une classe de 25 ou 30 comme on a en France, quoi. Exactement, c'est totalement incomparable. Donc, non, par rapport à ça, c'est cool. Et donc tu disais les choses importantes, le bilinguisme, il parle vraiment, c'est une école où les cours sont donnés 100% en anglais alors? Ah bah, c'est une école anglophone qui suit le cursus australien. Donc en gros, là, on est complètement anglophone, quoi, c'est clair. Les seuls français dans l'école, c'est eux. Et donc là, l'adaptation, c'est bien faite du coup. Bon, ils avaient déjà des notions d'anglais, donc ça va. Voilà, ils avaient déjà les bases d'anglais, ils parlaient un peu, donc ça a été. Et puis quand il y avait des problèmes, Gabriel, le grand, c'était lui qui avait le plus de compétences en anglais, et donc il filait un coup de main. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a aucun souci, hein. Tout le monde comprend et parle l'anglais. Ils n'ont pas encore l'accent à couper au couteau, mais enfin l'accent avec la patate dans la bouche, je veux dire. Et sinon, mais sinon, en termes de compréhension, il n'y a aucun souci. Ok. Après, sur l'aspect plus adaptation des enfants, comment eux, ils ont vécu les changements, parce que du coup, ça fait quand même beaucoup de changements. Rechanger de pays, même s'ils le connaissaient un petit peu, passer de l'IEF à l'école. Est-ce que voilà, les adaptations, on dit que les enfants s'adaptent à tout. Est-ce que voilà, ça s'est bien passé? Il y a eu quelques réticences, quelques problèmes, ou globalement, ça c'est quand même. Non, bien sûr, il y a eu quelques réticences, quelques problèmes. Ils nous en parlent souvent quand même de l'IEF, c'était quand même pas mal. Donc, non, 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 ça s'est pas fait comme ça. Après, il y a d'autres avantages ici. On fait pas les mêmes choses. C'est pas du tout les mêmes activités, c'est pas les mêmes choses, c'est pas le même rythme entre ici et la France, bien sûr, et l'Europe. Après, ce qu'on a pu faire, les opportunités qu'on a eues en Europe pour voyager, par exemple, pour découvrir le pays, pour leur montrer, quand on faisait l'UF, l'histoire, la géographie en vrai. Je pense, par exemple, on a loué un camping-car pendant 5 semaines et on a fait l'Italie, toute l'Italie en 5 semaines. C'était magique. C'est un truc en IEF, c'était super ça. Là, découvrir l'histoire italienne, la géographie, les plats, enfin tout, Pompéi, c'était magique. Rome, Florence, c'était canon quoi. Donc ça on n'aurait jamais pu le faire. Parce qu'on on l'a fait parce qu'on faisait l'IEF. Et la France, c'est pareil. On a navigué pendant presque un mois et demi à faire les différents musées, enfin même 2 mois, hein, les différents musées à Paris, le Louvre et autres, et après dans le reste de la France pour visiter les grottes de Lascaux, plein de choses en fait qui étaient les châteaux de la Loire, enfin c'était vraiment sympa. Alors on peut le faire hors IEF, mais là nous on a pris le temps, on était complètement hors saison, il n'y avait personne, c'était génial. Donc c'était l'avantage qu'on a fait. Donc évidemment quand on revient ici, ici c'est pas du tout le même rythme, le même la même chose quoi. Là, on est rythmé plus par les vacances, en termes de focus quand même pas mal à l'école. On est rythmé par les vacances où là, on va découvrir d'autres pays, d'autres choses. Mais voilà quoi. Et après, c'est vrai que l'adaptation avec les différentes activités de l'école, ouais, c'était pas toujours évident. Il y a des trucs qui sont sympas, il y a des trucs qui leur plaisent bien, et puis il y a des trucs qui sont Et ennuyants quoi. ils réclament pas la France du coup, eux? Ben, alors oui et non. Des fois oui, des fois non. Ça dépend en fait pourquoi. Donc ça dépend pourquoi. Là, ils sont bien motivés. Là, ça fait, bon, bah, comme je t'ai parlé du robot tout à l'heure, qu'on a demain. Mais ça fait 3 semaines, on se fait 15 jours qu'on enchaîne. Là, la semaine dernière, on a fait un marathon. Il y avait un marathon ici à Vientiane, le dimanche matin. Et la semaine d'avant, il y avait un trail dans une ville qui est un peu plus haut, là, à 1h30, 2 heures d'ici. Et donc, ils ont fait le trail, le marathon. En décembre, on a refait un marathon. Donc ils sont pas mal dans le sport, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa, il y a une super ambiance. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'avait jamais fait en France. Ils ont couru combien du coup, les enfants? Alors là, on a fait 10 km. 10 km au marathon et le trail, c'était 7 km. Bah, pour les enfants, c'est déjà bien, hein, c'est déjà énorme. Ah non, mais c'était super, hein. Franchement, des paysages de fou en plus. Et puis le trail, ben,
Ah, là, marathon, on courait dans la ville, donc que sur du plat. Mais le trail, c'est plus sport, hein. Dans la forêt, traverse les rivières, c'était pas la même chose, mais c'était vraiment sympa, ouais. Ouais. Et pour revenir à l'IEF et par rapport à l'école, est-ce que vous auriez pu faire l'IEF au Laos ou il n'y a pas trop de pratiquants d'IEF ou est-ce que c'est possible légalement et est-ce que vous est passé, enfin, est-ce que vous aviez eu envie de faire ça aussi au Laos ou... Alors légalement ici, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas trop de règles. Et en fait, on y pense à repartir en IEF quand même, ici, mais parce que ici c'est simple. C'est simple dans le sens où il y a tellement d'activités aujourd'hui que pour sociabiliser les gens autres, en fait, c'est trop facile. C'est super facile. Donc, tu vois, on regarde un emploi du temps. Là, on a déjà trouvé un professeur particulier pour faire le formel, Mhm. 2 à 3 fois par semaine. Et puis, on veut trouver un autre prof, mais en anglais, pour faire du formel en anglais ou pour faire de la grammaire ou tout ce qui est anglais avec lui. Et après, on aura des activités qui seront principalement en anglais, hein, là, dessin, robotique et autres. On veut un instrument de musique et on veut un sport aussi par enfant. Donc ils vont choisir et puis on va faire ça. Donc on se tourne un peu sur cette solution-là. Voilà. Oui, et puis tu disais que les activités étaient pas trop chères, tu peux te payer des profs privés. Je pense que l'économie que tu fais des 6 000 $ à l'année par enfant, tu peux largement te payer un prof et des belles activités, quoi. Bah, c'est clair. Là, si on met nos 18 000 $ en fait, enfin entre 15 et 18 000 $ pour une année pour les activités pour les enfants, on peut faire pas mal d'activités, c'est ça. Exactement. Et on peut faire 1 à 2 profs particuliers, il n'y a aucun souci. Ouais. Ouais, ouais, Donc ça, c'est pas mal du tout. Ouais. et du coup, nous, ce qu'on avait de bien dans les Vosges, dans la communauté IEF, c'est voilà qu'on avait un groupe, voilà, de plusieurs enfants, et que c'est vrai que l'IEF, le faire tout seul dans son coin, c'est moins drôle et c'est moins enrichissant. Du coup, il y aurait quand même une communauté IEF au Laos, Alors, je plus crois pas internationale, je pense. Mais... je sais même pas je crois pas qu'il y ait de communauté, il n'y a pas de communauté UF, bah, pas à ma connaissance, peut-être que Claire saura mieux que moi. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ça va pas être foufou. Après, il y a pas, je vois pas, il y a énormément d'activités, donc extrascolaires. Les enfants peuvent se retrouver, on peut faire le cours formel pendant une demi-journée ou deux, et puis le reste du temps, faire des activités. Et les rythmes sont pas les mêmes parce que bon, comme il y a beaucoup d'écoles, il y a l'école française, il y a X écoles internationales et anglophones, que les vacances sont pas les mêmes, les rythmes sont pas les mêmes. Dans toutes les activités que tu vas trouver, il y aura toujours des enfants que tu vas. Ouais. Et tu disais aussi que là-bas, il n'y avait pas de problème avec l'école et que vous reveniez par exemple 3 mois en France. Du coup, ça pose l'école, ils sont pas embêtants là-dessus que vous partiez pendant 3 mois et que vous reveniez. Non, non, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bah, on est parti cet été pendant un mois. On est parti 15 jours avant les vacances. On est revenu 15 jours après. Non, on est parti une semaine avant les vacances. On est revenu une semaine après les vacances. Ils nous ont dit profitez-en, hein, il n'y a aucun souci. Hein. T'as pas à être justifié. Alors, comme je te dis, c'est une école Montessori qui est payante, hein, qui est privée. Donc, ça n'a rien à voir avec l'école française où on te demande. Tu loupes une demi-journée, il faut un mot et sinon. Exactement, c'est ça. Sinon, ils portent plainte et puis voilà. Et puis, tu feras des travaux d'intérêt public. Travaux d'intérêt Ouais. généraux pour les parents. Non, 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 ça n'a rien à voir. Et là, on rentre 3 mois en été. On va partir. On part début juin. Donc ils vont louper, je sais pas, 15 jours, 3 semaines peut-être. Et puis en septembre, s'ils y retournent, ils vont perdre, je sais pas, au moins 15 jours aussi. Ok. Ça dérange pas. Ouais. Et ben, ouais, et puis peut-être qu'en septembre, du coup, vous referez l'IEF, donc du coup, il y aura plus de Ça, problème. peut-être. Exactement, c'est ça. Donc on va voir. Eh ben écoute, c'était super. Pour conclure un peu tout ça, est-ce que voilà, t'as un message de fin, si tu veux dire quelque chose, résumer un peu le mode de vie au Laos, votre mode de vie nomade, si tu veux un peu, ouais, je te laisse un peu le mot de la fin. Eh ben, pour résumer, bah, bon, tout ça, ce serait pas possible si j'avais pas le boulot que je fais aujourd'hui.
L'avantage que j'ai, c'est que je suis super libre, je suis un indépendant et je suis super libre géographiquement de mes actions, du boulot que je fais. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et ça nous donne cette liberté de pouvoir bouger comme on le souhaite, sans avoir comment dire, à demander à mon patron si je peux partir en expatriation ou pas. Ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que tous ceux qui sont expatriés ici, alors expatriés par leur structure, par leur société, il y a quand même une partie qui est prise en charge. C'est-à-dire que l'assurance santé, le loyer, l'école, les billets d'avion, en général, ça c'est pris en charge. Alors que nous, on les paye nous-mêmes. Mais voilà, après on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est l'avantage. Donc bon voilà, tout ça, ouais, ce serait pas possible si j'étais pas indépendant. Mais Ok. donc voilà, mais ouais, non, moi c'est difficile de donner une conclusion sur notre style de vie. Moi j'adore ce qu'on vit. Oui, forcément. C'est vraiment sympa. Les enfants, je pense, ils aiment bien aussi. Donc, on est souvent avec eux. C'est plaisant comme vie, c'est calme. Donc, ouais, c'est. Et si tu avais un conseil à des parents, des Français, ou en tout cas des Européens qui écouteraient ça et qui voudraient un peu choisir ce mode de vie plus nomade et qui hésitent encore, si tu avais deux, trois recommandations et conseils voilà, pour oser franchir le cap ou, voilà, ou vivre cette vie d'expatrié, quelques conseils. Faut bien choisir son pays. Faut bien choisir son pays. Il faut bien prévoir le coût financièrement. À part ça, je dis allez-y, quoi. C'est une expérience que vous ferez pas toutes les 2 minutes. Donc, ça va marquer une vie et ça sera même si c'est que pour une année, ça peut être que bénéfique. Donc, culturellement parlant, vous allez apprendre plein de choses. Et puis, avoir une vision de l'extérieur de la France, c'est aussi intéressant de Parce que ce qui vous, se là-bas, passe. c'était juste une année en Australie et ça a découlé sur une vie entière de nomade. C'est à peu près ça, ouais. C'est exactement ça. Donc, et on en rencontre plein. Il y en a, là, au marathon, justement, on a croisé une famille. Ils font un an. Alors, ils sont pas basés au Laos. Ils font un an un peu le tour du monde. Alors, ils ont fait un parcours, pas le tour du monde, mais ils sont fait organiser un parcours. Et je crois qu'ils font pas mal l'Asie quand même. Mais donc voilà, on peut partir un an et faire autre chose avec les enfants. Donc c'est vraiment intéressant ça. Culturellement parlant, c'est génial ce qu'on apprend. Ok, eh ben génial. Moi, ça me donne envie en tout cas. Mais faut pas hésiter. Ok, eh ben écoute, c'était déjà très inspirant et très instructif pour ceux qui n'ont pas voyagé, qui connaissaient pas ce pays et cette culture. Donc, je te remercie beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Et puis, on se voit, je pense, cet été quand vous revenez en France. Aucun souci, on sera en juin, on sera chez nous, donc on sera dans les Vosges, donc il n'y a pas de souci, on se voit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, il n'y a pas de souci. Bonne journée, salut. Merci, ciao à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!